Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, lutte contre le terrorisme. Le nouveau gouvernement du Burkina Faso favorable à une coopération internationale et ou régionale. La situation sécuritaire est de plus en plus alarmante dans le pays où 40% du territoire est sous le contrôle des djihadistes. Démise de ses fonctions par décret présidentiel le 24 octobre dernier, Danielle Darlan, l'ex-présidente de la Cour constitutionnelle de la Centrafrique, rompt son silence médiatique. Cette dernière a annoncé avoir tourné la page sans intention de contester son éviction. Et puis l'ONU milite pour le renouvellement de l'accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes, un accord vital pour la sécurité alimentaire mondiale. Rappelons qu'avant cet accord conclu en juillet, le blocage des exportations en raison du conflit russo-ukrainien avait provoqué une flambée des prix alimentaires, faisant craindre des crises alimentaires dans le monde, notamment sur le continent africain. Mais tout d'abord, ouverture ce mardi 1er novembre à Alger du 31e sommet de la Ligue arabe. Au cours de ce rendez-vous crucial pour le monde arabe, l'Algérie veut marquer son retour sur la scène diplomatique internationale. Ce ne sera pas une tâche facile pour le gouvernement algérien qui réunit dans sa capitale les dirigeants arabes sur fond de divisions persistantes sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye, et le rapprochement entre certains États avec Israël. Notons que plusieurs chefs d'État seront absents lors du rendez-vous, à l'instar du souverain marocain Mohamed VI, représenté par son ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Sur le plan politique, plusieurs dossiers importants seront abordés, parmi lesquels la crise libyenne et la réforme de la Ligue arabe. Sur le plan économique, la grande zone arabe de libre-échange, la sécurité alimentaire, l'industrie, le développement de l'investissement ainsi que les partenariats entre les pays arabes seront à l'ordre du jour. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement de transition redouble d'efforts pour tenter de répondre à l'urgence sécuritaire dans le pays, contrôlé à 40% par des groupes djihadistes. La nouvelle équipe gouvernementale menée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem Detembela s'est dite favorable à toute coopération internationale ou régionale qui lui permettrait d'atteindre cet objectif. Philomentine. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kielem Detembela, fait savoir que la priorité des nouvelles autorités de transition est de multiplier les actions pour renforcer et améliorer la sécurité du territoire national. Elles ambitionnent également de procéder à une meilleure distribution des richesses au profit des populations. En proie à l'instabilité sécuritaire due à l'augmentation des attaques des groupes armés, le Burkina Faso fait face depuis 7 ans à une crise sécuritaire. Ce qui préoccupe le président à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que les vies soient sauves. Que chaque jour qui passe, nous n'ayons pas à déplorer encore des morts des victimes du terrorisme. Ensuite, nous verrons, par la suite, comment on peut procéder, n'est-ce pas, à une meilleure redistribution des richesses du Burkina au profit de tout le monde. Mais ça, c'est aussi un de nos objectifs. Et comme vous l'avez bien précisé, la première priorité, c'est la guerre contre le terrorisme. Au Burkina Faso, la coopération internationale en matière de sécurité est au menu de tous les échanges. En effet, depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, des voix s'élèvent pour demander le départ du partenaire français et le renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Le Premier ministre Apollinaire Kielem Detembela s'est dit ouvert à toute coopération internationale loyale, notamment avec les pays africains voisins, en vue d'une coopération sous-régionale réussie. Nous sommes convaincus que c'est à nous de défendre notre pays. Nous sommes convaincus que personne ne peut faire le bonheur des Burkinabés à leur place. Donc c'est aux Burkinabés d'abord de défendre leur territoire. Si quelqu'un vient défendre ce territoire à notre place, vous pensez qu'il va nous laisser notre souveraineté? Nous appelons tous les Burkinabés à s'engager sans discrimination d'âge ni de sexe pour la défense du territoire. Et c'est pour cela que cette opération de recrutement de 50 000 VDP est lancée.
Le Burkina Faso est dans une spirale de violence attribuée à des mouvements terroristes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait des milliers de pertes en vie humaine, d'où la nécessité pour le gouvernement de transition de renforcer ses unités militaires avec le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée pour intensifier la lutte contre le terrorisme. L'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est appellent à la désescalade des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi qu'au rétablissement du dialogue entre les deux pays. Le 29 octobre, un conseil de défense d'urgence convoqué par le président congolais Félix Tshisekedi a conclu à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du pays. Accusé de soutenir les rebelles du M23, l'émissaire rwandais avait jusqu'à ce lundi dernier pour quitter le territoire congolais. Nathalie Mo. L'Union africaine appelle à un cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo après une nouvelle rupture du processus de normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda. Le 29 octobre 2022, un conseil de défense d'urgence présidé par le dirigeant congolais Félix Tshisekedi a conclu à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du pays. Accusé de soutenir les rebelles du M23, l'émissaire rwandais a été enjoint de quitter la RDC au délai du 31 octobre 2022. Monsieur Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale. La communauté d'Afrique de l'Est, dont la RDC et le Rwanda sont membres, a exhorté les parties à mettre fin à l'escalade et à s'engager pour des pourparlers dirigés par le Kenya. Le 30 octobre 2022, le président angolais João Lourenço a dépêché un émissaire en RDC pour la mise en place de la feuille de route de Luanda signée le 7 juillet 2022 entre le Rwanda et son voisin congolais. À œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Je crois que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut que, ce qui vaut la peine, c'est ce qu'il faut qu'on cultive. Et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. L'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega de la RDC, une décision regrettable, a réagi le gouvernement rwandais dans un communiqué le 30 octobre 2022. Le Rwanda estime être pris pour bouc émissaire par la RDC qui refuse de reconnaître ses échecs en matière de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement préoccupé par l'escalade de la violence en RDC a annoncé le renforcement de la sécurité à la frontière commune entre les deux pays. Le Rwanda dit craindre une éventuelle circulation d'armes lourdes dans la zone frontalière avec la RDC. L'ex-présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine sort du silence plusieurs jours après son éviction. Daniel Darlan, démise de ses fonctions le 24 octobre par décret présidentiel, ne retournera pas à la Cour constitutionnelle et n'engagera pas non plus de procédure pour contester son éviction. Une éviction qui, selon elle, enfreint la loi et dont la conséquence pourrait être la remise en cause de la légitimité et de la crédibilité de la plus haute instance juridique du pays. Roberto Bokpe. Je conteste la façon dont j'ai été relevé de mes fonctions, mais je n'ai pas l'intention de retourner à la Cour constitutionnelle parce que j'ai tourné la page. Déclaration de Daniel Darlan, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, qui plus loin affirme que durant son règne, elle a reçu énormément de coups. Pour les acteurs de la scène politique de ce pays d'Afrique centrale, c'est une entorse à la démocratie qui se confirme. Madame Darlan a été victime d'une conspiration au sommet de l'État de ceux qui pensent que la Constitution n'est qu'une serpillière qu'on peut modifier pour des intérêts égoïstes et personnels. Ceux qui ont pensé à modifier la Constitution au niveau de la République centrafricaine pour s'éterniser au pouvoir ne font que suivre l'exemple de ce qui se fait par ailleurs. Nous sommes en train de mener une campagne contre le 13e mandat au sein de Prenons la Page, et le 3e mandat n'a pour objectif que de s'éterniser au pouvoir, parfois pour mourir au pouvoir.
Après avoir été informé que le gouvernement voulait qu'elle prenne sa retraite le 31 décembre 2022, Danielle Darlan répliquait dans une lettre adressée aux autorités le 26 octobre qu'elle poursuivrait bien son mandat jusqu'à son terme en mars 2024. La décision de Danielle Darlan de définitivement tourner la page de la Cour constitutionnelle prend beaucoup de Centrafricains à contre-cour. C'est une dame respectable et respectée et l'acte qu'elle vient de poser est un acte républicain et nous l'encourageons à poursuivre son travail pour la République. Mais malheureusement, elle ne peut pas le faire en tant que présidente de la Cour constitutionnelle. Elle s'est opposée à la violation de la loi fondamentale et c'est un acte louable. Celle qui est désormais ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine dit partir la tête haute avec la conscience tranquille. L'éviction de Danielle Darlan a provoqué de l'indignation au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Selon le porte-parole de la plateforme, l'opposant et député Martin Ziguélé, c'est une démarche de vengeance pure et simple, car Mme Darlan a empêché le projet d'écriture d'une nouvelle Constitution après avoir mis à mal celui de la crypto-monnaie nationale, le Sangocoin. Après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le Bénin met en place une deuxième juridiction spéciale. Le pays s'est doté d'une cour spéciale des affaires foncières. Les litiges domaniaux sont légion du fait de la poussée démographique et de l'extension des agglomérations dans les localités périphériques des centres urbains, notamment Cotonou et Abomey-Calavi. La mise en place de cette nouvelle juridiction vise à résoudre cette problématique qui freine les investissements publics et privé. Reportage de notre correspondant Leftiono. Au Bénin, la promulgation le 19 octobre de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières par le chef de l'État Patrice Talon suscite des débats. La Cour spéciale des affaires foncières, créée à l'initiative du gouvernement, constitue un outil de la mise en œuvre des réformes foncières. Malgré les innovations du code foncier et domanial en matière de gestion du contentieux, l'insécurité foncière demeure et représente un frein à l'investissement public et privé. Dans le cadre de la poursuite de la dynamique de spécialisation des juridictions et de leur personnel, la Cour spéciale des affaires foncières instituée est habilitée à connaître des opérations réelles immobilières ainsi que celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique au Bénin. Il y a beaucoup de démarcheurs qui volent beaucoup de parcelles. Il y a des gens qui fabriquent comme le papier d'achat pour la mairie, pour vendre des parcelles. C'est ça qui est dangereux. Je pense que c'est bon de commencer quelque part. Après, le gouvernement va prendre soin au fur et à mesure de corriger et de l'étendre pour les autres communes. La Cour spéciale des affaires foncières du Bénin est dotée d'un double degré de juridiction. Aussi dispose-t-elle d'une chambre des appels, d'une chambre de première instance, d'un parquet et d'un greffe. Dès son installation, les procédures foncières en instance dans 7 des 77 communes du Bénin situées au sud du pays seront transférées à cette juridiction spécialisée, à l'exception des affaires en délibéré. L'État du Bénin veut affirmer, veut montrer donc sa détermination pour avoir la maîtrise du foncier donc, dans le ressort du territoire, mais également pour faire en sorte que les décisions de justice, les procédures de libération, les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique dans ce périmètre également soient conduites donc avec toute la célérité, avec toute l'attention requise pour que ça ne fasse pas traîner donc les investissements. A noter que le livre blanc de la politique foncière et domaniale du Bénin a posé un ensemble de diagnostics et solutions liés à l'état des lieux du foncier dans le pays. Le code foncier et domanial du Bénin en vigueur depuis 2013 a connu une modification en 2017. Les divers instruments adoptés ont permis la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel de gestion du foncier et des mécanismes de règlement des conflits fonciers, notamment la création au niveau des tribunaux des chambres du droit de propriété foncière. L'accord trouvé le 22 juillet entre l'Organisation des Nations Unies, la Turquie, la Russie et l'Ukraine pour la reprise des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens arrive à échéance le 19 novembre prochain. Cependant, les récents développements du conflit russo-ukrainien font peser des menaces sur son renouvellement. Samedi 29 octobre, la Russie a en effet annoncé son retrait de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, un accord jugé vital selon l'ONU pour la sécurité alimentaire mondiale. Son non-renouvellement pourrait aggraver la flambée des prix des aliments de base en Afrique. Eugène Chema. Accusant l'Ukraine d'avoir attaqué ses navires, la Russie a annoncé samedi 29 octobre la suspension de l'accord d'exportation des céréales via les ports ukrainiens.
Pour l'Organisation des Nations Unies, cette mesure, couplée à un éventuel refus de renouveler l'accord à l'échéance le 19 novembre, entraînerait des risques pour la sécurité alimentaire mondiale. L'Organisation des Nations Unies se dit inquiète. Le secrétaire général est profondément préoccupé par la situation actuelle concernant l'initiative céréalière de la mer Noire. Le secrétaire général continue d'entretenir d'intenses contacts visant à mettre fin à la suspension par la Russie de sa participation à l'initiative céréalière de la mer Noire. Le même engagement vise également le renouvellement de la mise en œuvre intégrale de l'initiative visant à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d'engrais d'Ukraine ainsi que la suppression des obstacles restants aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes. Selon les données du Centre de coordination conjointe, structure mise en œuvre pour piloter l'initiative céréalière de la mer Noire, depuis le 22 juillet, environ un tiers des exportations de céréales lancées depuis les ports de la mer Noire sont allées à des pays à revenus faibles et moyens, dont l'Égypte, le Kenya, le Soudan, la Somalie, Djibouti, la Tunisie. L'ONU estime que la reprise des exportations a contribué à la baisse du prix du blé et d'autres produits de base, empêchant 100 millions de personnes de tomber dans l'extrême pauvreté. Pour l'Ukraine, la suspension des exportations de céréales entraînerait des conséquences dans diverses régions du globe, dont l'Afrique. Nous travaillons chaque jour pour protéger notre initiative d'exportation de céréales. Il est évident que la Russie a l'intention d'exacerber à nouveau la crise alimentaire mondiale, de faire renaître la menace d'une famine à grande échelle. Et ce n'est pas seulement un problème commercial, c'est une détérioration de l'accès aux aliments pour des millions de personnes et la menace d'une augmentation encore plus importante des prix de produits essentiels sur différents continents, tant en Afrique qu'en Asie et en Europe. Le non-renouvellement de l'initiative céréalière de la mer Noire créerait un contexte mondial d'incertitude, favorisant la spéculation et la thésaurisation, facteur d'une hausse des prix des produits de base. L'ONU y voit également un risque de famine, certaines des cargaisons expédiées via les ports ukrainiens étant destinées au programme alimentaire mondial pour l'aide alimentaire d'urgence à destination des pays de la Corne de l'Afrique et du Yémen. En Éthiopie, par exemple, près de 10 millions de personnes sont officiellement confrontées à l'insécurité alimentaire dans des zones touchées par la sécheresse. Dans le reste de l'actualité, la Libye a conclu un accord avec la société italienne Eni et la société britannique BP pour commencer à extraire du gaz naturel d'un champ gazier méditerranéen, champ gazier qui serait plus grand que l'énorme champ égyptien de Zohr. Dans une déclaration faite ce lundi 31 octobre, Farhad Ben Dara, le président de la National Oil Company de Libye, a fait savoir que l'italien Eni investirait également 8 milliards de dollars pour développer des gisements de gaz naturel dans l'ouest de la Libye. Ce dernier a également ajouté que son pays s'attend à générer entre 35 et 37 milliards de dollars de revenus pétroliers cette année. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.